Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. À Paris, à l'occasion de la Fashion Week, la Dame de Fer salue les artistes avec qui elle entretient un lien fort depuis sa construction avec une illumination exceptionnelle. Terre de montagnes et de forêts, la Papouasie occidentale assure l'essentiel du PIB de l'Indonésie. Mais l'exploitation de ses ressources par Jakarta attise la colère des Papous, engagés dans une guérilla indépendantiste. Depuis 2013, plus de 1250 personnes ont été tuées dans une fusillade aux États-Unis. Un phénomène qui choque et qui mobilise de plus en plus de citoyens. Leur combat pour modifier la régulation et le commerce des armes s'apparente à celui de David contre Goliath. Nous irons aussi à Mayotte, devenu le 31 mars 2011 le 101e département français et le 5e d'outre-mer. 4 ans plus tard, cette île de l'océan Indien continue à prendre ses marques. En Bolivie, la nationalisation des hydrocarbures provoque la colère et l'inquiétude des populations indigènes. Reportage à Gran Chaco, la principale région gazière du pays, à la frontière avec l'Argentine. Retour enfin au cœur de Paris où se trouve l'écrin de la haute joaillerie française, la maison Mellerio nichée entre la place Vendôme et la rue de la Paix. La mode aime Paris, la Tour Eiffel aussi. À l'occasion de la Fashion Week qui s'est tenue début octobre, la Dame de Fer a salué les artistes avec qui elle entretient un lien fort depuis sa construction avec une illumination exceptionnelle. Un nouveau label, des financements, une campagne d'affichage. Paris veut davantage miser sur ces Fashion Week qui rapportent chaque année 400 millions d'euros. L'idée est de créer un grand mouvement autour de la mode et particulièrement de la semaine des défilés, mais aussi de reconnecter le public avec la mode au-delà du shopping. Quand la maire de Paris, Anne Hidalgo, rythme l'ouverture de la Fashion Week de l'été 2016, la Tour Eiffel prend des couleurs. Politique, business et création se sont retrouvés au Trocadéro pour une opération de communication. Paris est une publicité pour la mode et je trouve ça très bien que tout d'un coup on réalise à quel point c'est la capitale de la mode. Et pour bien faire comprendre la chose aux Parisiens et aux touristes, parfois englués dans les embouteillages provoqués par l'afflux de milliers d'acheteurs et de journalistes, le slogan retenu ici est « La mode aime Paris ». Ici, ce soir, c'est l'esprit parisien. Français. Français. C'est bien de dire français plutôt que parisien. Je déteste, moi, la parisienne, le parisien, enfin, j'aime bien la France, moi, en général. Mais c'est à Paris que l'on retrouve d'excellentes écoles de mode, des ateliers ancestraux, un savoir-faire inégalé. La mode représente quand même 60 000 emplois directs à Paris. C'est un combat d'emploi, un combat économique, un combat d'attractivité. Et moi, je suis bien sûr très soucieuse de l'attractivité de ma ville. Mais on a des atouts incroyables. D'abord, on a tous les créateurs, toutes les grandes maisons, tous ceux qui ont d'ailleurs donné naissance à plein d'autres créateurs qui aujourd'hui, à travers le monde, exercent leurs activités. Paris est le passage obligé pour les griffes étrangères qui veulent attaquer le marché international. Le Finlandais Tuomas Merikoski a fait partie de la sélection Jeunes Talents décernée par le magazine Vogue à Milan. Mais il a préféré présenter sa collection à Paris. Sa toute jeune marque, créée en 2014, s'appelle Alto, ce qui signifie la vague. Esthétique minimaliste, mais colle en forme d'oreille de Pluto. Neera. C'est une griffe hongroise qui a connu son apogée dans les années 30. Tout juste relancée par Samuel Drira, elle propose une collection délicate, appuyée de matières travaillées. Ce petit top, 20 kg de lin tissé très serré. Il est né en Chine, a suivi ses études à Londres, habité Perth en Australie. Il travaille aujourd'hui à Paris. Sa collection raconte les difficultés rencontrées par les personnes déracinées pour se faire accepter dans de nouvelles communautés. Yang Li est un citoyen du monde. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont touchants. Ils doivent trouver les moyens de s'adapter. Le monde devient de plus en plus petit. Moi, vous savez, je suis... mélangé. Une des particularités de la Fashion Week parisienne est que les designers peuvent laisser libre cours à leurs fantasmes. Jacques Mus propose un spectacle poétique, émotif, quasi surréaliste, en cohérence avec ses créations. Collage de pièces vestimentaires, on pense à Dali, Calder, Picasso. C'est une obsession, j'ai vraiment envie d'aller dans ça, d'en raconter quelque chose comme ça, précis,
mais cinématographique. Je veux pas faire défiler juste des filles. La mode est une histoire de mélange et souvent d'époque. Dries Van Noten fait référence aux années 40 mixées d'années 50 avec une touche d'années 80. Et une musique des années 90 puisque le Balanescu Quartet joue en direct du Kraftwerk. Amplitude des silhouettes, générosité des couleurs. Donc c'est vraiment une femme qui ose, c'est une femme flamboyante. Elle aime de combiner, donc elle a un côté très sophistiqué mais aussi un côté très brut. Donc c'est ça qui est intéressant pour moi. Une autre grande tendance se distingue également de ces 2 premières journées de Fashion Week parisienne, le wording. En termes de mode, cet anglicisme signifie peu ou prou que les tenues sont truffées de mots, de périphrases, voire d'injonctions. Mais ce n'est pas nouveau. Je crois que mon premier imprimé, c'est du wording. C'est en 79, c'est la difficulté d'être de Jean Cocteau. Que ressentez-vous, monsieur de Fontenelle? Il est en train de mourir. Je ressens une grande difficulté d'être. De langage, la mode devient média. Les créateurs de la griffe Itchazer travaillent les mots de l'artiste britannique Robert Montgomery. On a vraiment posé tous ces mots et on a essayé d'avoir genre une matière qui correspond, Hack System, le cuir. Alors, la phrase de conclusion. Dans le feu de l'autre. La mode est une recherche constante de l'équilibre ou du déséquilibre entre silhouette, couleur et matière. Pour jouer avec ce dernier élément, le japonais Hanrei H s'appuie sur les nouvelles découvertes de l'industrie textile nippone. Vous porterez donc une robe blanche ou colorée grâce au tissu photosensible. C'est une mode technologique, mais c'est aussi une mode philosophique, puisque on n'est jamais la même personne. La base, c'est la philosophie, d'abord. Ouais. Et après, il veut montrer les philosophies en utilisant les techniques. Il a besoin de technologie pour expression de philosophie. Quant à la silhouette phare de l'été prochain, c'est simple. Elle se résume en 3 mots. Des jambes, des jambes, des jambes. Et Anthony Vaccarello de réussir le tour de force, d'éviter toute vulgarité. Les filles se sentaient bien, je pense que c'est elles qui amènent ce côté sexy, c'est pas le vêtement, je pense. C'est plus l'attitude des filles qui sont contentes d'être là et de porter le vêtement. Concluons par un défilé ouvert au public dans l'enceinte même du Forum des Halles. Christelle Cochet y décline la tendance du siècle, l'athleisure, encore un anglicisme, pour désigner des vêtements qui s'adaptent au nouveau style de vie. Chez Cochet, on appelle ça street couture. On a crocheté du tulle, du plastique, on a mélangé de la soie, du nylon et on a créé cette robe carrément comme ça, comme des sculpteurs. C'est vrai que le prêt-à-porter de luxe est inabordable, alors il faut s'en inspirer, car parfois, c'est lui qui améliore la vie. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. C'est une région qui regorge de matières premières, l'une des raisons qui poussa d'ailleurs l'Indonésie à s'emparer de ce territoire dans les années 60, juste après le retrait des forces coloniales néerlandaises. C'est aussi l'une des régions les plus pauvres de l'Indonésie et de la planète, la Papouasie occidentale. Depuis les années 60, justement, un mouvement indépendantiste dénonce la domination de Jakarta, les violences commises par ses forces de sécurité et le pillage des ressources naturelles du territoire. À cela, l'Indonésie rétorque qu'elle amène développement et modernité et que les indépendantistes sont la véritable source des violences. En géopolitique, ce conflit est qualifié de basse intensité. Pourtant, il dure depuis plus d'un demi-siècle et continue de faire couler beaucoup d'encre. Un reportage de Cyril Payen. Au-dessus de la vallée de Baliem, au cœur de la Papouasie occidentale, l'une des régions les plus sauvages et les plus isolées de la planète. Ici, dans ces anciennes Guinées hollandaises, tout n'est que montagnes et jungles infranchissables. Le seul moyen de transport, l'avion. Nous voici donc arrivés en pays papou. Tolikara, un village perché sur un pic-tom, est le représentant de l'État indonésien dans cette lointaine province annexée de force il y a 50 ans. Tout va bien ici. Oui, c'est vrai, tout a l'air d'aller bien. Ce jour-là, les jeunesses papous marchent au pas, sous le regard des maîtres de ce vaste territoire perdu aux confins de l'archipel indonésien, à plusieurs milliers de kilomètres de Jakarta, la capitale.
Les danseurs se succèdent, héritiers d'une culture millénaire née dans ces montagnes du Pacifique. Dans la tribune, le banc et l'arrière-banc de la collaboration papou, ceux qui ont pactisé avec l'Indonésie, souvent perçue ici comme puissance occupante. Il n'y a pas de génocide ici, même si certains le laissent entendre. Il n'y a pas de génocide. Ma vision pour la province, ce que je vais faire pour vous, c'est une plus grande participation des Papous dans le développement, dans les décisions, les responsabilités pour que vous soyez plus forts. Tout cela, c'est de la politique, que des mots, des promesses qui ne seront jamais tenues dans la réalité. La vérité, c'est que la vie pour les gens ici est de plus en plus difficile. C'est de pire en pire pour les Papous. L'armée indonésienne est toujours là à nous persécuter, à nous tuer. Les forces de sécurité tiennent d'une main de fer la Papouasie. 45 000 soldats sont déployés ici, plus que partout ailleurs dans le pays. La répression a fait plusieurs centaines de milliers de victimes, en toute impunité. Si Jakarta tient tellement à cette province, c'est pour ses richesses presque illimitées. La Papouasie est la plus grosse contributrice au budget national, mais elle est aussi la région la moins développée d'Indonésie. Aussi, les Papous rêvent d'indépendance. Les activistes pro-indépendantistes sont partout, dans la jungle, les villes, dans les prisons aussi. Pénitencier de Jayapura, la capitale, nous allons clandestinement rencontrer le plus célèbre prisonnier politique de Papouasie. Philippe Karma, quel message voulez-vous faire sortir de prison? Le gouvernement indonésien n'est rien d'autre qu'un pouvoir colonial qui oppresse mon peuple. Cela n'a rien à voir avec un quelconque système démocratique. Cela n'a rien à voir. C'est un régime militaire qui dirige la Papouasie. Les tensions sont souvent vives entre les Papous et les migrants venus par centaines de milliers de toute l'Indonésie. Le lendemain de notre visite, Tolikara, le village de la vallée de Baliem, s'est embrasé. Plusieurs quartiers ont brûlé. Les renforts de police et d'armée sont venus et ils ont tiré dans la foule, comme d'habitude. Tolikara est désormais coupé du monde. Nous nous rendons à l'hôpital de Jayapura. Les premiers rescapés viennent d'y être transportés. Il y a là une quinzaine de personnes, toutes blessées par balle. Il y a un mort aussi. Il s'appelait Andy Wamimbo, un étudiant d'à peine 15 ans, tué sur le coup lors de la fusillade. Nous pensions à l'avenir, qu'il aille bientôt poursuivre ses études en ville. Mais c'est terminé maintenant. Le jeune Andy Wamimbo est une victime de plus dans ce conflit méconnu, mais qui dure pourtant depuis plus d'un demi-siècle. Aux États-Unis, les tueries à l'arme à feu sont devenues une routine. C'est le mot employé par un président Obama consterné pour condamner une réalité apparemment impossible à changer. Lorsqu'en décembre 2012, un jeune homme massacre 26 personnes, dont 20 enfants de l'école élémentaire de Sandy Hook, Obama pense avoir les assises pour changer les lois qui permettent un accès relativement aisé aux armes à feu, droit sacré par la Constitution américaine. Mais cette initiative fait long feu. Les puissants lobbies qui défendent le commerce des armes à feu sont vent debout contre toute tentative de réforme. Depuis, les massacres ont continué. Ces derniers mois, il y a eu la tuerie d'une église à Charleston, motivée par la haine raciale. Le meurtre de 2 journalistes en direct à la télévision par un de leurs anciens collègues. La dernière fusillade meurtrière en date s'est produite sur un campus universitaire de l'Oregon. Elle a contraint le président américain à avouer son impuissance. Obama n'a pas les mains libres pour légiférer sur le port des armes à feu. C'est au Congrès de changer la loi, mais de nombreux parlementaires subissent la pression des lobbies pro-armes. Face à cette situation, des citoyens s'organisent pour essayer de faire évoluer les mentalités. Mais c'est un combat qui s'apparente à celui de David contre Goliath. Reportage de Gallagher Fenwick et Philippe Cruiser. Aux États-Unis, il y a plus de 300 millions d'armes à feu en circulation, presque autant que le nombre d'habitants. Le droit à en posséder une est inscrit dans la Constitution.
En moyenne, 80 personnes sont tuées par balle tous les jours à travers le pays. Des innocents qui meurent et qui laissent derrière des familles inconsolables. De cette douleur naît parfois des vocations d'activistes. Je peux vous dire que pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs qu'avec vous, ici et maintenant. C'est le cas d'Andy Parker. Suite à la mort de sa fille en direct à la télévision, il exige des lois plus fermes concernant les achats d'armes. Je n'appelle pas à la confiscation de toutes les armes. Comme tous ceux présents ici à cette manifestation, nous demandons simplement l'instauration de lois pour empêcher les fous de se procurer des armes à feu. Seul le Congrès peut changer les lois sur les armes. Les sénateurs, présents lors du rassemblement, savent qu'ils sont isolés. Il y a unanimité au sein de l'opinion publique américaine. Les propriétaires d'armes à feu et même les membres de la NRA, le lobby des armes, sont d'accord pour rendre obligatoires les vérifications sur les antécédents quand on achète des armes. Le problème, c'est que mes collègues au Congrès ne font rien car ils subissent les pressions des fabricants d'armes. Ceux qui militent pour plus de régulation des ventes d'armes à feu veulent que les vérifications soient faites de manière plus stricte et approfondie avant chaque vente. Mark Warner affirme qu'il respecte la loi à la lettre dans son armurerie. Le vendeur d'armes chez lequel nous nous trouvons nous explique qu'il nous faut à peine une trentaine de minutes pour acquérir l'arme de notre choix. En revanche, il est nécessaire de remplir ce document qui sert à vérifier mes antécédents juridiques, médicaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce document, s'il vous plaît? Ici, dans l'État du Virginie, il vous faut 2 pièces d'identité pour acheter une arme. Vous remplissez 2 formulaires. En bas de celui-ci, vous avez inscrit ces éléments. Et on laisse l'ordinateur faire les vérifications. Et après, si c'est bon, vous prenez votre arme et vous pouvez y aller. À peine une trentaine de minutes plus tard, et je peux sortir de ce magasin donc avec une arme. Certains s'insurgent contre le faible niveau d'exigence du document à remplir. C'est par exemple à l'acheteur de juger de son propre état psychologique, même si le vendeur peut avoir son mot à dire. Là, comme ça, j'estime que vous êtes sain et équilibré. Donc aujourd'hui, vous pourriez très bien acheter une arme, aller dans un centre commercial et commencer à tirer sur les gens. Je ne peux pas deviner que vous allez faire ça. Tout ce que je vois sur le papier, c'est votre casier. Mais si vous me faites une mauvaise impression, je peux changer d'avis. C'est toujours difficile de savoir ce qu'il se passe dans la tête des gens. Les militants anti-armes dénoncent ces foires comme étant des lieux où les ventes échappent souvent à toutes les règles. Des événements comme celui-ci, il y en a quasiment à chaque fin de semaine dans de nombreux États. Les organisateurs refusent de nous laisser filmer à l'intérieur. Nous avons donc recours à une caméra discrète. Équipement paramilitaire, fusils d'assaut ou de chasse, armes de poing et munitions, les stands ne manquent de rien. Mais nos tentatives d'achat sans papier et sans vérification échouent. Je ne suis pas résident ici. Je peux demander à un ami de m'acheter une arme? Non, vous ne pouvez pas faire ça, ce serait une vente illégale. Vous pourriez aller en prison pour ça. Les vendeurs ne dérogent pas aux règles de base, mais les transactions peuvent aller très vite. Peut-être plus qu'en magasin. Donc je vous donne $300 en cash et c'est bon. Nous n'échapperons pas à la vérification de nos antécédents, mais elle est présentée comme une simple formalité plus qu'une contrainte. On va faire une vérification de vos antécédents, donc j'ai besoin de votre permis de conduire. Et vous faites ça ici? Oui. Ça prend combien de temps? Environ 5 minutes. Pour ceux qui souhaitent absolument acheter une arme à feu, très simplement, en toute discrétion et sans vérification, il existe bien une dernière solution. Aujourd'hui, beaucoup des ventes illégales se font sur Internet. Regardez Code 24, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Nous prenons à présent la direction du plus jeune des départements français et l'un des plus lointains, Mayotte. Le 31 mars 2011, l'île devient le 101e département tricolore après un référendum dans lequel 95% des Mahorais
ont choisi le rattachement à la France et donc la rupture avec les Comores. Mais le chemin est encore long pour l'ancienne colonie française et les défis nombreux. Les salaires à Mayotte sont bas alors que la vie y est chère et les produits importés lourdement taxés. Autre grand problème pour les habitants de l'île, la situation des clandestins qui représentent un tiers de la population et qui vivent dans des conditions déplorables. Enfin, Mayotte a entamé un long travail pour se mettre en conformité avec les lois françaises. Un chantier qui bouleverse les coutumes de la société mahoraise. L'envoyé spécial de France 24, Willy Bracciano, est retourné à Mayotte 4 ans après l'accession au statut de département. Quartier de la Vigie, 9h du matin. La police aux frontières opère une descente surprise. Commence alors un jeu du chat et de la souris entre forces de l'ordre et clandestins. Nous sommes à Mayotte, le plus récent des départements français, mais aussi l'Eldorado pour des milliers de Comoriens qui estiment être chez eux. Moi je suis Comorien, on a Mayotte, ça c'est un peu comorien. Mais même si c'est Mayotte, ça c'est un peu comorien. Oui, regardez bien. C'est français ici? Non, c'est pas un pays français. Hein. T'as ça, hein. Ça c'est un peu comorien. Hein. Ouais, il faut qu'on parte alors. Hein. Le Comore, c'est 4 îles. Jusqu'en 1976, avec Mayotte, les Comores c'était effectivement 4 îles. Mais Mayotte a définitivement choisi la France plutôt que l'indépendance. Les Comores, c'est pas loin. Hein. Si vraiment, voilà, si l'envie lui reprend de revenir, il embarque dans un kwassa-kwassa et puis il revient à Mayotte. 70 km seulement séparent Mayotte d'Anjouan, d'où partent les fameux kwassa-kwassa, ces embarcations chargées de clandestins. Ce matin-là, 2 d'entre elles ont été arraisonnées, avec à bord des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. On a placé dans le local retenu, donc d'un côté les gens qu'on a interpellés sur terre, hein, les interpellations terrestres, et ici les interpellations maritimes. Après les vérifications d'identité, ces personnes ne passeront pas la nuit à Mayotte. 139 Comoriens seront renvoyés chez eux. Ils ont été 20 000 l'an dernier à connaître le même sort et la tendance semble se confirmer cette année. Qu'est-ce qui les attire donc à Mayotte, ce petit bout de territoire français dans l'océan Indien? Une île d'environ 250 000 habitants avec l'un des plus beaux lagons au monde, une faune et une flore luxuriantes, une île qui depuis 2011 est le 101e département de France. Un département dont l'écrasante majorité est musulmane. Bienvenue à Mayotte. Ça c'est Mamoudzou d'aujourd'hui, 2015, avec des vendeurs qui s'installent un peu partout, voilà, des escaliers en guise d'étal de marchandises et tout. Ces vendeurs à la sauvette sont quasi tous des immigrés, installés en plein Mamoudzou, le chef-lieu du département. Naïla s'est habituée à leur présence quand elle se rend au marché. Cette jeune Mahoraise de 36 ans est la directrice de la chambre d'agriculture. Après de brillantes études en métropole, elle est revenue sur son île 5 ans avant que Mayotte ne devienne un département français. Mayotte se positionne totalement comme française, à part entière. Donc je pense que cet état de fait n'est plus à discuter. Les Mahorais se sont exprimés à plusieurs reprises, ont exprimé leur volonté d'être et de se maintenir dans le giron français. Depuis 15 ans, une série de lois a permis ce passage progressif de Mayotte vers la départementalisation. Une évolution institutionnelle qui n'est pas allée sans bouleverser le quotidien des Mahorais. Petit à petit, Mayotte doit abandonner ses us et coutumes pour se calquer sur le droit commun, en vigueur sur le reste du territoire, et ce d'ici 10 ans. Aujourd'hui, certains s'interrogent pourquoi ils vont payer des taxes, pourquoi tant d'impôts. Donc je pense qu'il aurait fallu que cette communication se fasse au préalable pour préparer petit à petit la population à rentrer dans ce nouveau système, un système auquel ils n'étaient pas habitués. Un changement auquel les hauts dignitaires de l'islam local ne s'étaient pas préparés. Ce sont eux,
les cadis. Depuis le XIVe siècle, ils étaient juges, notaires ou encore médiateurs. Aujourd'hui, ils ne sont que de simples facilitateurs sociaux, ce qui provoque crispation et résistance. Nous n'avons pas été exclus, mais on a complètement réduit nos compétences. Nous, on estime qu'on a un grand rôle à jouer ici, parce que si on n'est pas là, il peut y avoir des tensions. Car les Mahorais ont pris l'habitude de travailler avec nous. Ils ont beaucoup plus confiance en notre justice qu'en la justice française. C'est le message qu'ils envisagent d'adresser au préfet et au procureur de la République avec qui ils ont rendez-vous aujourd'hui. Il faut qu'on se batte de façon intelligente pour avoir le statut de délégation de service public. On a entendu dire qu'au ministère, ils veulent qu'on soit une sorte d'association. Et ça, on n'en veut pas. Sauf qu'aujourd'hui, le cadi devient une tradition et a perdu son autorité. Comme l'exige la loi française, les Mahorais doivent passer devant le maire pour se marier, régler leurs litiges devant le juge républicain ou leurs affaires patrimoniales devant le notaire. C'est le préfet. Comment ça va? Et vous? Ça va très bien. Très bien. Peut-être qu'on peut s'installer, ça vous ennuie pas? Merci. Pour le préfet, pas question de jeter les cadis avec l'eau du bain républicain. L'idée, c'est d'en faire des auxiliaires de justice et de médiation, un statut pour les cadis inédit dans la République. Notre caméra ne sera pas autorisée plus longtemps lors de cette réunion de travail. Nous retournons donc à Mamoudzou. Rendez-vous pris avec Sylvie Ponce, l'un des 2 notaires de Mayotte. Bonjour. Vous venez? Allez, on y va. Depuis 2008, son activité consiste à graver en droit français les procédures établies devant le cadi ou entre particuliers. Elle était devenue propriétaire par succession. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, sur le plan de cadastre, je vois pas le titre. La problématique de Mayotte, c'est qu'effectivement, comme le notaire n'était pas obligatoire, on n'allait pas voir le notaire pour régulariser les actes. On faisait les actes sous seing privé entre les parties. On avait affaire au cadi pour tout ce qui était droit de la famille, succession, partage et donation, qui lui-même ne publiait pas les actes. Donc ça a engendré de grosses indivisions qui n'ont jamais été régularisées et c'est un des problèmes majeurs du foncier à Mayotte. Depuis le 1er janvier 2014, les Mahorais doivent s'acquitter de la taxe foncière perçue par les communes au même titre que la taxe d'habitation. C'est le prix à payer pour cette mère de famille venue régulariser un terrain qu'elle souhaite ensuite léguer à ses filles. Même si on paie beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'a pas le choix. Avant, c'était différent. Aujourd'hui, on est obligé de vivre comme les Français, parce que tout fonctionne comme en France. On a choisi d'être français, on a choisi d'être un département, donc on est obligé de s'adapter, même si on a du mal. Et n'oubliez pas les titres pour vos fils la prochaine fois aussi, qu'on voit pour la donation. Merci. À Mayotte, comme dans les autres départements d'outre-mer, l'accès au foncier pose davantage problème qu'ailleurs. Nous retrouvons Naïla dans son habit de travail. Elle a rendez-vous avec un agriculteur à une quinzaine de kilomètres au nord de Mamoudzou. Tu m'as dit que tu as 3 hectares ici. En fait, c'est plus exactement 3,5 hectares. Abdallah Swafwani s'occupe seul de 150 bovins et caprins sur cette exploitation. Il ne les vend que pour des mariages. Une exploitation qu'il aimerait développer, notamment grâce aux aides européennes, en vigueur ici depuis l'an dernier. Tu sais que concernant les aides européennes, il y a un dispositif qui concerne le bien-être de l'animal, qui demande à ce qu'on nettoie les récipients. Ces congélateurs là-bas, par exemple, et les frigos, il faut carrément les enlever du site. Sans ça, tu n'auras pas les aides. Même s'il souhaite développer son exploitation, Abdallah doit aussi régler son problème d'occupation du terrain. Ce terrain n'est pas à moi. Je vis sur un terrain appartenant au conseil départemental. Je l'occupe clandestinement et pour l'instant, je ne peux recevoir aucune aide. Mais j'ai entrepris les démarches nécessaires pour me régulariser. Son salut viendra probablement de la création de l'établissement public foncier prévu dans le plan de développement de Mayotte. À ce jour, 15 000 ménages vivent de l'agriculture, mais seules 3 500 exploitations agricoles sont immatriculées. Or, l'agriculture est un secteur clé à structurer pour produire de l'emploi. En attendant, ce sont d'autres secteurs qui font tourner l'économie.
Direction la Somaco, la société d'Aziz Sam, un franco-malgache qui a grandi aux Comores. Aujourd'hui, c'est le 3e plus gros acteur économique de Mayotte. Après avoir repris l'affaire familiale, un petit commerce, il fit fortune dans l'immobilier, la grande distribution et l'importation. Vous savez, notre société, c'est un peu une société de comptoir. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui manque dans une île, et ben on le propose aux clients. Le pouvoir d'achat des Mahorais a bondi, surtout depuis qu'ils perçoivent de nouvelles prestations sociales. Mais ici, on ne consomme pas comme en métropole. Alors, l'ambition de ce patron, alimenter un réseau de petits commerçants. Au lieu qu'on ait des supermarchés, on aurait des petits magasins mahorais dans les villages et qui vendraient au même prix que les gros supermarchés les produits. Notre entrevue se déroule alors que dehors, une grève paralyse l'entreprise. Une partie de ses salariés lui reproche de vouloir se développer au mépris du code du travail. Moi personnellement, je suis vendeur. Et dans le magasin, en même temps, je suis agent de sécurité, mais aussi femme de ménage. On en a marre, on croit qu'on est des esclaves au Moyen-Âge. Non, on en a marre, on n'est plus des esclaves. Depuis l'arrivée des lois liées au département, les syndicats se sont vus pousser des ailes. Une composante nouvelle pour les patrons. En 30 ans, c'est très rare les grèves. Bon, là, ce sont des grévistes syndiqués. C'est tout nouveau pour moi. J'apprends aussi et puis je m'adapte. C'est tout un territoire qui est en mutation. Mais la carte postale est vite ternie par une réalité bien différente à Mayotte. Un Mahorais sur 3 n'a pas d'emploi. Et 80% des demandeurs ont un niveau de formation inférieur ou égal à la classe de 6e. Le système scolaire n'a pas encore fait ses preuves. Ici, 60% de la population a moins de 25 ans. Parmi ces jeunes, des mineurs en errance, mais aussi des mineurs isolés, c'est-à-dire sans représentant légal. 1700 ont été signalés l'an dernier par les éducateurs de l'association Tama, dont l'une des missions est de les protéger. Alors Angèle, c'est la Mzungu, tu souris plus. Et alors? Depuis près d'1 an, Elisa et Shifaou accompagnent Diamna, 14 ans, et son bébé de 8 mois. Aujourd'hui, bonne nouvelle, ils vont quitter le Banga, cette maison en tôle, pour une famille d'accueil. Là-bas, j'aurai quelqu'un pour s'occuper d'Angèle. Comme ça, je pourrai aller à l'école. Signalée par le vice-rectorat pour ses absences répétées, Diamna redouble sa 3e car elle devait s'occuper seule de son enfant. La particularité de Mayotte, c'est que le social, il se met seulement en œuvre maintenant et que des foyers de l'enfance, par exemple, ça n'existe pas. Des foyers maternels qui auraient pu en métropole, du coup, avoir lieu, ça n'est pas encore mis en place, ça n'existe pas. Il y a juste des familles d'accueil agréées par l'aide sociale à l'enfance. Le rêve de Diamna, avoir son brevet, passer son bac et décrocher un emploi d'agent commercial. Là où elle va, c'est sûr que ce ne sera pas comme ici. Elle aura quelqu'un pour garder son fils. Elle pourra continuer sa scolarité. Elle deviendra quelqu'un. Elle ne sera pas comme nous. Un nouveau départ pour Diamna et son fils. Peut-être aura-t-elle plus de chance que les autres immigrés clandestins. Elle qui est arrivée à l'âge de 3 ans, illégalement à Mayotte, illégalement en France. La Marseillaise retentit à 8000 km de la métropole sur le front de mer de Mamoudzou. C'est le 14 juillet, la fête nationale. Les élus, les hautes autorités de la République sont là, mais aussi les cadis. Tout un symbole. Nous appartenons à la France complètement dans ses valeurs, dans ce qu'il a de plus profond. N'est-ce pas? Donc les valeurs qui sont celles de la République sont celles qu'on trouve ici et qui a permis, n'est-ce pas, cette cohabitation de tous les peuples et de toutes les croyances et de toutes les cultures qui sont venues d'un peu partout de la région de l'océan Indien. La France, dans toute sa diversité et dans toutes ses contradictions, se retrouve ici. C'est un département récent. C'est une découverte de règles, c'est une découverte de richesse, c'est une découverte de compétences, c'est une découverte de plein de choses. Et le fait qu'on puisse se réunir ensemble un jour pareil pour dire oui, en fait, on partage quoi? Un mot, la nation, le vivre ensemble, l'essentiel est là.
Près de 700 millions d'euros de l'État, du Conseil départemental et de l'Europe vont être débloqués sur 10 ans pour aider Mayotte à rattraper les autres départements. Mais il faudra sans doute encore plus que 10 années pour y parvenir. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Entre le pétrole et les peuples indiens, le gouvernement bolivien a choisi priorité à l'exploration de nouvelles réserves d'hydrocarbures. Un secteur hautement stratégique car l'exportation d'hydrocarbures est tout simplement la première source de revenus de ce pays, l'un des plus pauvres d'Amérique du Sud. Malgré sa réputation internationale de défenseur des Indiens et de l'environnement, le président Evo Morales a récemment autorisé par décret l'exploration de nouvelles réserves de gaz naturel et de pétrole dans les parcs nationaux et territoires indiens du pays. Mais si cette politique a dopé l'économie bolivienne, elle provoque la colère et l'inquiétude des populations indigènes, d'autant que leurs terres sont mises à contribution. Une mesure qui provoque aussi la colère des défenseurs de l'environnement qui dénoncent une catastrophe écologique et un crime contre les peuples amérindiens. Reportage de Reza Nourmahmod dans le Grand Chaco, la principale région gazière du pays, à la frontière avec l'Argentine. Le village de Hierro Biarenda, dans le sud-est du pays. Une centaine d'Indiens Guarani vivent depuis 8 ans sur ces terres données par l'État bolivien. À l'époque entourés par des hectares de forêt, ils ont désormais vue sur la toute nouvelle usine nationale de traitement du gaz naturel. Ici, avant, il y avait des cultures, des champs de maïs surtout. Et maintenant, regardez, on dirait une ville. Ça fait de la peine de voir ça. Mais c'est la volonté de ceux qui sont au pouvoir. Alors ils font ce qu'ils veulent. À une cinquantaine de kilomètres, un autre territoire amérindien est menacé par les nouveaux décrets du gouvernement qui facilitent l'exploitation des hydrocarbures dans les parcs nationaux. Ici, on vit de la culture de fruits et de manioc et on s'inquiète pour l'unique source d'eau potable de la réserve. Leandro Candepay, de la Fédération des peuples indigènes de l'Est de la Bolivie, estime que le président Evo Morales a trahi les siens. Le masque de la protection des indigènes est définitivement tombé. On voit bien que le gouvernement pactise au jour le jour avec les multinationales et avec les compagnies pétrolières. Nous ne sommes pas contre le développement de la Bolivie, mais à nos yeux, c'est une mauvaise idée que de mercantiliser les ressources naturelles. Chaque jour, des sources d'eau potable sont altérées et nous perdons notre accès à l'eau pour la consommation humaine et animale. Des multinationales qui opèrent sur des territoires indiens, cela existe déjà. À Incahuasi, dans cette même région du Grand Chaco, Total s'apprête à exploiter un méga gisement de gaz naturel. Pour obtenir le droit d'opérer sur ce territoire guarani, la compagnie française a dû verser près de 2 millions d'euros aux communautés indigènes locales. Nous pouvons parvenir à une cohabitation positive en établissant une relation avec les communautés indigènes et en implantant des projets de développement durable. Les nouveaux projets d'exploration de gisements d'hydrocarbures concernent 7 des 22 réserves naturelles du pays pour un investissement total de près de 5 milliards d'euros. Fin juin, le président Evo Morales a attaqué les adversaires de cette politique. Nous autres, les pays du Sud, nous avons l'obligation d'explorer, de prospecter, de connaître les ressources naturelles disponibles sur notre territoire. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les gardes forestiers des pays industrialisés. Et je tiens à dire aux ONG qui portent préjudice aux efforts de prospection de nos richesses naturelles qu'elles s'en iront de Bolivie. Quelques jours plus tard, certaines ONG ont été directement qualifiées d'agents de l'étranger. Parmi elles, la Fondation Terre et son directeur Gonzalo Colque. Les autorités peuvent bien fermer autant d'ONG qu'elles voudront. Mais nous, en tant que Boliviens, nous allons rester dans notre pays et nous n'allons pas nous taire. Il y a une grande contradiction dans les politiques que mène l'État bolivien. D'un côté, il y a ces politiques qui visent à protéger l'environnement et les cultures indigènes, mais de l'autre, il y a un modèle économique basé sur l'exploitation des matières premières
et qui promeut l'avancée constante des zones de culture agricole intensive et des zones de surexploitation de nos ressources naturelles. Un modèle économique qui souffre de l'actuelle baisse du prix du pétrole, mais que le gouvernement bolivien a choisi de perpétuer coûte que coûte. À l'ombre des vitrines parisiennes se cache depuis 1815 un atelier secret où œuvrent des artisans joailliers, sertisseurs, orfèvres et polisseurs. C'est la maison de Mellerio, le plus vieux joaillier de France, niché entre la place Vendôme et la rue de la Paix. La famille originaire d'Italie fut la première à s'installer dans le quartier, aujourd'hui mondialement réputé. Depuis plus de 400 ans, les personnalités les plus illustres se pressent chez Mellerio, à commencer par Marie-Antoinette et Napoléon III. Visite guidée de l'arrière-boutique de cette maison légendaire. Nous sommes entre la place Vendôme et l'Opéra, dans un quartier un peu particulier. Un écrin pour la haute joaillerie française. Dans les plus illustres maisons, on dessine et on fabrique des bijoux d'exception. C'est une famille d'origine italienne, les Mellerio, qui s'installe ici la première en 1815. Dans son atelier, joailliers, sertisseurs, orfèvres et polisseurs créent des parures uniques. Pour des raisons de sécurité, les petites mains doivent rester anonymes. Comme Joseph, qui façonne le support articulé d'un futur bracelet. Toute la partie métal va être empierrée, ça veut dire qu'on va préparer les emplacements des pierres pour mettre des diamants dessus. Ça peut aller d'une vingtaine d'heures pour une bague jusqu'à 100-200 heures quand c'est des bijoux un peu plus complexes. Pour avoir vraiment un même style, une même patte, on préfère que ce soit un seul joaillier qui fasse le bijou de A à Z. C'est ce qu'on appelle avoir une seule main sur le bijou. Une fois achevés, les bijoux passent dans les mains précises de Reine, la polisseuse. C'est un collier cravate qui est serti de saphir rose, diamant, saphir bleu, tout le long. Moi, je regarde toujours d'abord en dessous. Moi. Mon travail, c'est ça, c'est de voir le dessous. Parce que tout ça, il faut que ce soit bien plat. Respecter les arrondis. Les plats, c'est très important. Puis le travail est peaufiné avec le calamus, la tige d'une plume d'oie. Ça, c'est le top du top. Vous verrez ça nulle part ailleurs. C'est à l'ancienne, ça. C'est une satisfaction quand on voit que le bijou il est impeccable, parce que quand ça sort de mes mains, ça va dans l'écrin. Et ça s'est présenté au client. Avant de quitter l'atelier, chaque bijou est inspecté par le directeur de la maison, Gilles Aumont. Et avant d'être exposé, Enfin, on va juste voir comment ça tombe. Chaque pièce est essayée. Ah là, il est très beau, il est très réussi, il peut partir au magasin directement et être présenté aux clientes dès aujourd'hui. Dans les réserves, on veille sur les parures les plus anciennes et sur les livres de comptes du plus vieux joaillier de France. Au XIXe siècle, tous les grands d'Europe se pressent chez les Mellerio. C'est une des pages les plus spectaculaires de toutes les archives de Mellerio, ça. Vous avez en haut Sa Majesté l'Empereur, donc c'est Napoléon III qui commande une feuille de chêne en brillant et perles pour 10 000 francs. Juste en dessous, vous avez Sa Majesté le Roi d'Italie. Juste en dessous, vous avez Sa Majesté l'Empereur de Russie qui commande un bracelet 3 pensées pierreries. En dessous, vous avez le Roi de Prusse qui achète un bracelet feuille de lierre. Et juste en face, vous avez la cousine de Napoléon III, la princesse Mathilde. Mellerio, c'est le joaillier des reines parce que chez Mellerio, il y a eu plus de rois et de reines que n'importe où, chez n'importe quel autre joaillier. Pour une raison très simple, c'est que c'est le plus ancien joaillier du monde. Et autrefois, les bijoux, on les faisait pas pour les mannequins, pour les milliardaires, on les faisait pour les rois et les reines. Ce petit coffret protège les bijoux les plus légendaires. Alors là, on est vraiment avec le trésor de la maison Mellerio.
C'est vraiment la pièce la plus importante de l'histoire de cette maison. Je vais essayer de la prendre avec le plus de précautions possible parce que c'est un bijou qui est fragile, qui est ancien, puisque c'est le bracelet de Marie-Antoinette. Stylistiquement, on est vraiment dans l'époque Marie-Antoinette, puisque la sœur de Marie-Antoinette était la reine de Naples, et les années 1770-1780, c'est justement le moment où on commence vraiment à fouiller Pompéi. Donc la mode des empereurs romains arrive vraiment à cette époque. Avec les profils de 7 empereurs romains en camée, son feuillage en rubis et ses 7 motifs de fleurs, ce bracelet a une valeur inestimable. Marie-Antoinette, c'est quand même vraiment la reine tragique de l'histoire de France, donc c'est pas un bijou anonyme. En plus, c'est quand même une des reines les plus élégantes de l'histoire de France. Dans l'atelier, Michel travaille pour d'autres reines et d'autres rois, les vainqueurs des internationaux de France de tennis. Alors ça, c'est la réplique de la Coupe des Mousquetaires, du tournoi de Roland-Garros. Des trophées d'argent de 14 kilos. Il y a une moulure en forme de feuilles de vigne, vous voyez les feuilles de vigne et les grappes. Des signes, ça représente des signes, donc c'est beaucoup d'heures de travail. Là, je suis en train de reprendre un petit peu la gravure, parce qu'il y a des petits défauts, très légers, mais bon, on a le goût de la perfection, donc on retouche un peu. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cet épisode dès à présent sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.